Alors, on a l'impression que le cessez-le-feu fragile qui prévalait dans l'est de l'Ukraine, vous avez la carte, est en train de voler en éclats. On a eu une réunion le 13 avril, lundi dernier à Berlin, des ministres des Affaires étrangères des 4 États signataires des accords de Minsk, c'est-à-dire l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne. Chacun a exprimé sa vive inquiétude. Les accords de Minsk, je vous les résume, c'est les pro-russes s'engagent à rendre la souveraineté sur ces zones qui ont été prises, là, qui sont à droite de la carte. La Crimée ne reviendra jamais à l'Ukraine, enfin pas de mon vivant, en tout cas, je pense. On parle donc des régions orientales, des oblasts de Lugansk et de Donetsk, en échange d'une fédéralisation, c'est-à-dire d'une sorte d'autonomie donnée aux régions séparatistes. Et alors, il y avait des progrès qui devaient être faits, des progrès dans la libération des prisonniers, des progrès qui devaient être faits également dans le retour et le contrôle par les observateurs de l'OSCE. Vous savez tout ce que c'est que l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, une organisation qui est née des accords de détente d'Helsinki de 1975, où c'était à l'époque de la guerre froide, où les Européens de l'Est et ceux de l'Ouest se sont mis d'accord pour résoudre tous les conflits pacifiquement, ou les différends pacifiquement par le dialogue, et se sont engagés au respect des frontières établies. Donc il y a une organisation qui s'appelle l'OSCE, et l'OSCE, pour le moment, elle est sur place. Elle a constaté dimanche dernier qu'il y avait plus de 1000 obus qui avaient été tirés de part et d'autre. C'est une guerre qui se fait beaucoup, c'est pas Verdun, c'est une guerre qui se fait à l'artillerie, selon la vieille méthode soviétique, qui est appliquée bien sûr de part et d'autre, c'est-à-dire on ne fait pas trop attention aux immeubles et à la population civile. Et donc on est inquiet, et il va pas, normalement les observateurs de l'OSCE devaient contrôler, il y a 400 km de frontières entre la Russie et l'Ukraine qui échappent au contrôle des autorités ukrainiennes. Et le deal était que les observateurs de l'OSCE se mettent le long de cette frontière et qu'elle devienne imperméable de manière à ce que les Russes arrêtent d'envoyer de l'armement et des volontaires pour se battre avec les séparatistes. On n'avance pas. On n'avance dans aucune des directions. On n'avance pas vers la négociation d'un statut d'autonomie décidé en accord avec Kiev et avec les séparatistes. On n'avance pas dans cette direction. Et on n'avance pas non plus dans le recouvrement par les autorités ukrainiennes de sa frontière orientale. Le recouvrement de sa frontière orientale par les autorités ukrainiennes est une condition qu'a fixée Angela Merkel, qui avec François Hollande sont les deux leaders qui sont à la négociation dans cette affaire, parce qu'ils ne veulent pas... ils essayent, Hollande, l'Allemagne et la France essayent de ne pas se laisser entraîner dans une guerre contre la Russie, qui n'est pas considéré comme un ennemi, peut-être un rival dans l'influence en Europe de l'Est, mais pas un ennemi, alors que les États-Unis ont beaucoup moins d'intérêt, bien sûr, et peuvent pousser les feux plus loin. Et donc, la France et l'Allemagne, pour le moment, ont obtenu, en tout cas, que les Américains
après la dernière visite d'Angela Merkel à Washington, que les Américains renoncent pour le moment à livrer des armes à l'Ukraine. Nous estimons, enfin les Français et les Allemands estiment que ce serait mettre de l'huile sur le feu. Mais si il n'y a pas récupération par l'Ukraine du contrôle de ses frontières prochainement, il y a toute chance pour que Angela Merkel, qui sera soutenue par, bien sûr, la Pologne, les États baltes, enfin, tous ces pays qui sont très inquiets, qui sont très hostiles historiquement à la Russie et très inquiets d'un possible expansionnisme russe, il est tout à fait possible que le 31 juillet à Bruxelles, les sanctions commerciales européennes soient renouvelées. C'est un système de sanctions qui n'est pas comme pour l'Iran. Pour l'Iran, il faut une unanimité pour lever les sanctions. Là, il s'agit d'un vote européen, au sommet européen, pour renouveler les sanctions. Donc si, par exemple, les Russes donnaient des signes de bonne volonté, qu'ils redonnaient le contrôle de la frontière aux Ukrainiens, qu'ils libéraient les prisonniers, etc., qu'ils retiraient leurs pseudo-volontaires, etc., on pourrait imaginer que le 31 juillet, au sommet européen, la Pologne et les pays baltes demandent des sanctions encore plus sévères, et puis l'Allemagne disent non, on trouve que les Russes ont fait des progrès, faut-il vraiment renouveler ces sanctions? Et là, tout de suite, l'Allemagne serait soutenue diplomatiquement par l'Italie, l'Espagne, la France, qui ne rêvent que de refaire du business avec la Russie et qui diraient mais non, les Russes se comportent bien et donc nous n'allons pas renouveler les sanctions contre la Russie. Mais pour le moment, nous en sommes un petit peu, il faut appeler les choses par leur nom, nous sommes arrivés à ce qu'on pourrait appeler au mieux, parce que personne effectivement pense qu'on peut aller vers une guerre chaude où l'OTAN serait directement impliquée. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers une guerre chaude? Parce que avant d'aller vers une guerre chaude, c'est-à-dire une attaque russe des pays baltes, les pays baltes sont membres de l'OTAN, donc en vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, les pays de l'OTAN seraient obligés de réagir, y compris nous, Français. Mais avant cela, il y a beaucoup d'étapes dans une aggravation du conflit. Quelles seraient les étapes d'une aggravation du conflit? La première étape serait la prise de Mariupol. Mariupol n'est pas en zone contrôlée aujourd'hui par les séparatistes. Mariupol est contrôlé, c'est une vieille carte, on l'a mise là parce qu'il fallait une carte, Mariupol n'est pas contrôlé par cet apport important. Donc le premier geste stratégique de la Russie, ça serait de prendre Mariupol, ce port sur la mer d'Azov, là, qui est tenu en tout cas par l'Ukraine, la population un peu partagée, Mariupol, mais c'est tenu par l'Ukraine. Mariupol se défendrait, il y aurait des morts si les Russes prenaient Mariupol. Et le premier geste stratégique consisterait pour les Russes à faire la jonction territoriale avec la Crimée. Parce qu'ils ont pris la Crimée en mars, après sans le versement d'une seule goutte de sang. J'ai assisté à ça. La population de la Crimée est très pro-russe, donc il y a eu un référendum qui était très libre, qui n'était pas contrôlé par l'OSCE, mais on a bien vu que les gens ne sont pas allés voter à la pointe du fusil. Il y a eu 95% des gens qui se sont prononcés pour se détacher de l'Ukraine et se rattacher à la Russie. Ça a été voté par la Douma. Et donc, en mars dernier, la Crimée s'était rattachée à la Russie, un rattachement que ne reconnaît pas la France et les autres pays occidentaux, parce qu'on dit que l'Ukraine n'a pas été consultée
par référendum et que donc ce n'est pas conforme au droit international. Quand l'Algérie s'est séparée de la France, il y a eu 2 référendums, l'un en Algérie, l'un en France, où les populations ont à chaque fois exprimé l'accord pour cette séparation. Mais les Russes arguent sur cette question du référendum de l'Ukraine que les Occidentaux se sont permis de séparer une région d'un pays souverain qui est la Serbie, qui s'appelle le Kosovo, après une opération militaire des Occidentaux contre la Serbie, une région qui était séparatiste, sans référendum, sans acceptation de la Serbie. Et donc les Russes disent, ben, c'est vous qui avez commencé, vous l'avez bien fait au Kosovo, ben voilà, vous avez une population qui est c'est très clair, veut rejoindre la Russie, veut se détacher de l'Ukraine, eh bien, selon vos propres standards, messieurs les Occidentaux, pourquoi ne le ferait-elle pas? Donc, ça serait le premier geste stratégique très hostile que ferait Poutine, mais qui n'a pas beaucoup bougé. Ça serait de faire la jonction territoriale dont il a besoin, parce que comment vous ravitaillez la Crimée? Alors là, il y a un détroit, il y a quelques kilomètres de mer, c'est pas très grand, mais enfin, il faudrait faire quand même un grand pont, encore plus grand que sur le pont de l'île de Ré, pour rejoindre la terre, la Russie et la Crimée directement par la terre. Pour le moment, les Russes n'ont ni les moyens ni de faire ce pont. Et donc, ils sont obligés de ravitailler la Crimée par bateau. C'est compliqué. Donc, ça ferait sens de prendre ça, de faire un corridor, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a une certaine retenue de fait chez Poutine. La deuxième, je parle d'un scénario catastrophiste. La deuxième étape de ce scénario catastrophiste, encore plus, qui pourrait nous amener vers une guerre chaude, ça serait qu'il décide, Poutine, d'aller jusqu'à Odessa, qui est une ville russe, une ville juive, une ville russe, et faire la jonction avec la 14e armée qui est en Transnistrie, qui est aussi un conflit gelé, une région séparatiste de la Moldavie, comme ça pour avoir une sorte de continuité et avoir ce qu'ils appellent la Novorossia, la Nouvelle Russie, qui ferait toute cette région. Alors, ce n'est pas sur la carte, parce qu'on n'a pas la bonne carte, mais il y a aussi une très grande ville, mais qui n'est pas tombée chez les nationalistes pro-russes, qui est au nord là, de Slaviansk, au nord, une très grande ville qui s'appelle Kharkov, Kharkiv en ukrainien, Kharkov. Et Kharkov, là, les autorités ukrainiennes ont su mater assez vite la rébellion par la police. Et donc, Kharkov n'est pas tombé. Une prise de Kharkov, qui est une très grande ville industrielle, serait évidemment une étape de plus dans ce conflit ukrainien. Après, vous pouvez aller jusqu'à la prise de Kiev. Bon, voilà. Mais vous n'êtes toujours pas dans la guerre chaude avec l'Occident. Voilà. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, c'est pour ça que j'exclus les perspectives d'une guerre chaude avec l'Occident. Ceci dit, les Français et les Allemands considèrent que c'est quand même un jeu très dangereux et que donc il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu et qu'ils considèrent que les Américains sont tout à fait irresponsables de vouloir livrer des armes aux Ukrainiens parce que ces livraisons d'armes aux Ukrainiens et cet entraînement des troupes ukrainiennes entraîneraient immédiatement des livraisons d'armes de la Russie et peut-être provoqueraient par mesure anticipatrice une action militaire russe sur Mariupol, vers la Crimée ou même sur Odessa. Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, c'est donc un conflit gelé qui a fait peut-être 5000 morts, beaucoup de destruction,
Vous avez tous vu, je pense, des photos de l'aéroport de Donetsk, qui était un aéroport magnifique qui avait été construit pour la Coupe d'Europe de football, qui est complètement détruit. C'est un immense gâchis. Les Ukrainiens et les Russes sont des frères. Yatsenyuk, même qui est très pro-occidental, il parle russe chez lui. Poroshenko, il ne parle que russe, il ne parle pas l'ukrainien, qui est une sorte de patois du russe. Et on a donc une situation extrêmement préoccupante, un conflit gelé qui va pourrir et durer peut-être encore très longtemps, comme le conflit de Transnistrie, que moi j'ai couvert en 1992, qui n'est toujours pas réglé, ou comme les conflits du Caucase, c'est-à-dire la Géorgie qui est là, voilà, avec l'Abkhazie qui est le long de la mer Noire et l'Ossétie qui est le long des chaînes du Caucase, qui sont des conflits gelés avec des mouvements séparatistes à l'intérieur, de ces anciennes républiques socialistes soviétiques qui faisaient partie de l'URSS, qui, comme vous le savez, l'URSS a explosé en 1991. Alors, on pourra revenir dans tous ces détails si vous avez des questions. Alors, simplement, je veux savoir comment on en est venu là et n'y a-t-il pas eu... Je voudrais m'interroger sur les erreurs de l'Occident. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de nous interroger sur les erreurs de l'Occident que d'entrer dans une diatribe anti-Poutine. C'est assez facile, mais si vous me demandez est-ce que Poutine est un démocrate, je vous réponds tout de go, non, c'est un tsar russe. Si vous me demandez est-ce que Poutine et les gens qui travaillent autour de lui au Kremlin sont des gens honnêtes ou s'ils s'en mettent plein la poche, je vous réponds, ils ne sont pas honnêtes, ils s'en mettent plein la poche. Si vous me demandez si Poutine s'est associé à des grands criminels pour tenir comme Kadyrov pour contrôler la Tchétchénie et qu'il a un retour de flamme avec des assassinats pas très contrôlés par lui, comme Nemtsov qui vient d'être assassiné sur un pont qui donne sur le Kremlin, je dis oui. Si vous me demandez est-ce que Poutine n'aurait pas dû faire autre chose, c'est-à-dire aurait dû essayer de transformer l'État russe en État de droit, qu'il ne l'a pas fait, il a eu une velléité à un moment en mettant avec Medvedev, mais en fait il ne l'a pas fait. C'est un État qui n'est pas dominé par la loi, c'est un État qui est dominé par les siloviki, les services de sécurité, en quelque sorte de force, siloviki. Et pour moi, il a eu tort, parce que c'est ridicule d'aller se brouiller avec le monde entier pour des régions pourries de l'Est de l'Ukraine, où vous allez avoir des tas de retraités de mines désuètes sur les bras, plutôt que de développer la Sibérie, les 10 millions de kilomètres carrés de la Sibérie. Poutine, ce n'est pas un type qui manque de terrain, donc il n'a pas besoin de... Voilà, bon. Donc, je vous dirais qu'à mon avis, effectivement, il a tort. Mais si j'étais à sa place, ce n'est pas ce que j'aurais fait. Si j'étais à sa place, je serais plutôt inquiet. Quand est-ce que les Chinois vont me bouffer précisément la Sibérie? Voilà. Mais il faut prendre les choses telles qu'elles sont, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont, comme disait le général de Gaulle, et la réalité, c'est que Poutine est comme ça, et nous n'avons pas su diplomatiquement prendre la réalité telle qu'elle était. Nous avons été aveugles, nous n'avons pas bien vu. Et ça, c'est là-dessus que je veux parler maintenant, c'est quelles ont été nos erreurs à nous, occidentaux. Alors, la première
la première erreur que nous avons faite, je pense, c'est, et qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait de la géopolitique, c'est je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer un rival. Vous pouvez considérer que Poutine est notre rival pour l'influence en Europe de l'Est ou en Ukraine. Et nous avons naïvement cru que Poutine n'arriverait pas à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire s'occuper des Jeux olympiques de Sotchi, ici, et des Jeux olympiques d'hiver, et de s'ingérer dans la crise ukrainienne. Et donc, nous n'avons rien vu venir de ces agissements, nous nous sommes trompés, nous savons maintenant que M. Vladimir Poutine est capable de faire deux choses en même temps. Voilà. De faire bonne figure aux Jeux de Sotchi et aussi de négocier en secret avec ses services de sécurité la reprise surprise de la Crimée. La deuxième erreur que nous avons faite, c'est, je pense que dans les relations diplomatiques, il ne faut jamais sous-estimer son rival, il ne faut jamais humilier son rival. Jamais humilier son rival. Et nous l'avons humilié parce qu'il nous a invités, il a invité le monde entier aux Jeux d'hiver de Sotchi. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Peut-être que nous, ça nous semble ridicule. On a fait nos Jeux d'hiver à Grenoble en 68, tout ça c'est démodé. Mais lui, ça lui tenait à cœur. Et il fallait se rendre à l'invitation de l'inauguration, comme l'a fait le président chinois. Le président chinois est tout aussi occupé que le président Hollande, tout aussi occupé, il s'occupe même d'un pays qui est un peu plus grand que la France, et il y est allé. Voilà. Et le président Hollande aurait dû y aller, et aurait dû lui dire « Mais Vladimir, c'est magnifique, quel spectacle, et puis je dois vraiment te féliciter, tu as visiblement réussi à pacifier le Caucase, que le Caucase a été le théâtre de guerres sanglantes dans les années 90. Vraiment, quel superbe visage de la Russie moderne. Bon, simplement, sur l'affaire de l'Ukraine, il faut bien sûr, mon cher Vladimir, c'est leurs affaires. Nous n'avons pas à nous ingérer là-dedans. Et toi non plus, c'est leurs affaires, c'est à eux de décider. Il faut aussi, je pense, troisième règle dans ces relations internationales difficiles, toujours chercher à anticiper les réactions de son rival. Or, c'est quelque chose que nous n'avions pas du tout anticipé. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Eh bien, vous avez eu Maïdan, donc voilà, l'insurrection des Ukrainiens de l'Ouest, pro-occidentaux. Le président pro-russe, Yanukovych, est chassé par la foule, et il prend peur. Et on dit, ah ben voilà, la démocratie a gagné, c'est merveilleux. Et on n'anticipe rien, on ne va pas voir Poutine, on pense que ça va passer comme une lettre à la poste. Et on est tous surpris quand le jeudi qui suit, Yanukovych quitte dans la nuit du samedi au dimanche 23 février 2014 Kiev, et le jeudi d'après, hop, il y a un petit coup d'État en Crimée qui prend le pouvoir en faveur du séparatisme. Donc, réaction rapide de Poutine, et nous sommes totalement surpris. Nous n'avons pas réussi
à anticiper les réactions de notre rival. Et nous n'avons pas réussi à les anticiper parce que nous ne l'avons pas écouté, nous n'avons pas fait attention à lui, nous n'avons pas bien écouté ce qu'il nous a dit au sommet de l'OTAN, où il était invité. Les relations en 2008 étaient très bonnes entre la Russie et les Occidentaux, où il a bien expliqué que la Russie ne tolérerait pas une avancée de l'OTAN vers ses frontières. Les Russes estiment qu'il y a une promesse faite en 1990 par le chancelier Kohl à Gorbatchev, lorsque Gorbatchev a accepté de retirer ses soldats d'Allemagne de l'Est, que jamais l'OTAN n'irait vers les frontières ne s'étendrait vers l'Est. C'est vrai que Gorbatchev a été un peu négligent parce qu'il n'a pas demandé de lettre au secrétaire d'État Baker, américain, qui aurait sans doute envoyé la lettre. Il y aurait eu des négociations, mais il aurait sans doute envoyé la lettre de garantie. Il ne l'a pas fait, il a été négligent. M. Poutine appartient, alors vous pouvez dire que c'est une vieille école de géopolitique, et ça l'est d'ailleurs, une vieille école qui est obsédée de la géopolitique russe, qui considère qu'il faut toujours qu'aux frontières de la Sainte Russie, il y ait des États tampons. Et ils considèrent que, bien sûr, l'Ukraine doit être un État tampon. Donc ils acceptent, les Russes acceptent de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures, dans la gestion au jour le jour de l'Ukraine. Ils pourraient accepter une Ukraine finlandisée au sens de l'après-guerre des années 50, mais ils ne pourraient certainement pas accepter une Ukraine dans l'OTAN ou pro-otanienne, comme ils n'ont pas accepté d'ailleurs une éventuelle adhésion de la Géorgie à l'OTAN, mais cette adhésion de la Géorgie qui avait demandé, et de l'Ukraine d'ailleurs, n'ont pas eu lieu, alors que George W. Bush, qui était au pouvoir aux États-Unis à l'époque, l'avait demandé, n'ont pas eu lieu parce que précisément dans ce sommet de l'OTAN dont je vous parle en avril 2008, la France et l'Allemagne avaient mis leur veto. Donc la troisième condition, cherchez toujours à anticiper les réactions de son rival. Et la dernière erreur que nous avons faite, c'est que nous n'avons pas respecté un vieux principe que j'édicte, donc c'est le quatrième principe que j'édicte, c'est ne jamais abandonner un champ de bataille diplomatique tant qu'on n'a pas trouvé d'issue certaine. Et c'est ce que nous avons fait, et je vais vous le raconter. Le mercredi 19 février 2014, vous avez Maïdan tourne au vinaigre, et vous avez, Maïdan, vous vous souvenez, c'est la place de Maïdan, c'est les manifestations, ça tourne au vinaigre, et vous commencez à avoir des morts. Ça commence à se tirer, c'est pas que des matraques, il y a pas que des gaz lacrymogènes, il y a des tirs, il y a des morts. Et là, Merkel et Hollande, qui sont en sommet à Paris, décident d'envoyer leur ministre. Et donc, il y a une initiative. Fabius Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères, qui se joint à Sikorski, ministre des Affaires étrangères de Pologne, décide de partir le lendemain matin à Kiev pour essayer d'arrêter les fusions de sang. Et ils y partent, ils y arrivent, et ils commencent à négocier tout de suite avec Yanukovych. La rumeur se répand. On les a vus passer, la motorcade, etc. On a vu les convois. Vers midi, ce jeudi-là, les fusions de sang s'arrêtent, qui étaient considérables. Il y a eu peut-être une centaine de morts. Ça s'arrête. Les types arrêtent de se tuer. Déjà un succès énorme.
continue à négocier. Le jeudi soir, Fabius, qui ne croyait pas à ces négociations et qui avait un rendez-vous le lendemain normalement avec le président chinois, a estimé qu'il pouvait quitter cette négociation d'une importance cruciale donc à mon avis il a loupé toute chance qu'il avait peut-être avec Steinmeier d'avoir le prix Nobel de la paix. Il est parti par dandysme ou désinvolture, ou oh là là, j'ai négocié 10 heures avec eux, ils me font chier, là, je pars, parce que j'ai rendez-vous avec le deuxième homme le plus puissant de la planète, le président chinois. Mais un rendez-vous sans conséquence, parce que le président chinois devait aller en visite officielle en France. Donc c'est quoi? C'est que vous organisez quoi? La visite au Trianon, le dîner d'État, qu'est-ce que vous voulez, Monsieur le Président, en entrée, des asperges ou des huîtres? Voilà. Je caricature un peu, mais ce n'est pas une visite, alors qu'il est dans une négociation cruciale. Il l'abandonne, mais enfin, il est remplacé par l'ambassadeur de France, il part, c'est le jeudi soir. Et là, ils vont négocier toute la nuit. Toute la nuit. À 7h30 du matin, ils ont un accord. Il y a l'envoyé spécial de Poutine dans les négociations. Ils ont un accord. Ils sont complètement crevés, ils vont se coucher. Et le lendemain, donc on est le vendredi 21 février, le Sikorsky va sur la place Maïdan et leur dit on a un accord, vous feriez mieux de l'accepter parce qu'on ne trouvera pas mieux. Et à 4h de l'après-midi, devant toutes les télés du monde entier, moi je regardais la BBC, c'était diffusé en direct, vous avez cet accord extraordinaire qui est signé entre Yanukovych, le président pro-russe, et les représentants des manifestants, c'est-à-dire Yatsenyuk, l'actuel Premier ministre, le Klitschko, là, vous vous souvenez, le boxeur, là, et puis le chef du parti nationaliste, Svoboda. Il se serre la main. Tout le monde le voit à la télé. Il se serre la main. Et vous avez les parrains, c'est-à-dire le ministre allemand, le ministre polonais, l'ambassadeur de France, qui signent, qui parrainent l'accord. C'est un accord incroyable, parce que c'est un accord, en fait, d'abord, on voit pour la première fois les Ukrainiens qui se parlent, et qui se serrent la main et qui signent un texte. Deuxièmement, ça accepte les conditions demandées par l'opposition, c'est-à-dire qu'on revient à une constitution parlementaire en Ukraine, ce n'est plus le président qui a tous les pouvoirs. Deuxièmement, on constitue immédiatement un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire que les partis d'opposition arrivent au gouvernement, alors que les dernières élections libres, contrôlées par l'OSCE, avaient quand même mis des pro-russes à la Rada. Le Parlement ukrainien s'appelle la Rada, avec une opposition importante, mais la majorité était... Et, troisièmement, le départ du président Oni Yanukovych, puisqu'il devait y avoir des élections présidentielles anticipées avant la fin de l'année 2014. C'est un accord incroyable, c'est un accord stupéfiant, c'est un accord brillantissime, obtenu très rapidement, dans une situation où les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord depuis 3 mois, où il y avait eu 100 morts. C'est vendredi soir, moi je regarde ça vendredi 16h à la télé, etc. On serre la main, ils boivent le champagne, etc. Mais c'est vendredi soir. Ah, Bobonne a pris des places à l'opéra. Il faut que je revienne. Et donc tous ces messieurs reviennent en week-end chez eux, tous ces ministres. Ils n'ont pas retenu les leçons du grand Kissinger, qui, vous ne vous souvenez pas parce que vous n'étiez pas né, qui en 1973, secrétaire d'État des États-Unis, a passé 3 semaines au Moyen-Orient pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte et la Syrie. Il n'est pas revenu chez lui. Et quand vous avez un accord aussi miraculeux que l'accord du 21 février, que vous l'avez parrainé, il y a la signature de la France, de l'Allemagne, de la Pologne dessus,
eh bien, un accord miraculeux, comme un bébé qui vient de naître, vous le babysittez. Vous ne le laissez pas passer la nuit dans la neige. Eh bien, c'est ce que n'ont pas fait les diplomates européens. Si Fabius n'était pas allé en Chine par snobisme, s'il était resté avec Steinmeier, et qu'il avait été avec Steinmeier immédiatement, c'est-à-dire à 16 heures, l'accord est signé, magnifique, bravo, bravo, toutes les télés, les Russes sont complètement déstabilisés, parce que Yanukovych a accepté, il fallait prendre l'avion, Fabius avait, aller à Moscou, c'est à 2 heures de vol, et dîner avec Poutine, immédiatement, et pour que lui aussi parraine l'accord, et lui dire 3 choses. Vladimir, Sébastopol, ça compte beaucoup pour les Russes, Sébastopol. Vous savez qu'on a fait une guerre contre les Anglais et les Français en 1855-56. C'est la flotte de la mer Noire. Sébastopol, et c'est un port qui leur aurait été loué par l'Ukraine à long terme. Sébastopol, ça sera toujours à toi. Deuxièmement, Vladimir, l'Ukraine, l'OTAN ne sera jamais à tes portes. Jamais l'OTAN ne sera en Ukraine. Souviens-toi d'ailleurs que nous avons mis notre veto en avril 2008. Ça tient toujours. Troisièmement, le russe sera toujours parlé en Ukraine comme une langue officielle, une deuxième langue officielle, derrière l'ukrainien. Si on lui avait dit ça à ce moment-là, Vladimir Poutine prenait le deal. Mais nous ne l'avons pas fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu, on était tout contents. Et puis le samedi matin, qu'est-ce qui s'est passé dans les télés? Vous avez vu tous les télés? C'est merveilleux, c'est la démocratie, on a gagné, vive l'Occident. Et puis on a été visiter, tous les journalistes se sont précipités visiter la maison du méchant. Le méchant président là, qui vient de partir, qui s'était enfui, Yanukovych. Regardez, ce qui était vrai d'ailleurs. Il avait piqué du fric comme tous les autres d'ailleurs, voilà. Les robinets en or, etc. Les 45 salles de bain, etc. etc. Voilà. Et tout le monde se félicitant. La Russie, rien, la démocratie, ça y est, l'Ukraine, il fallait voir les chaînes américaines, etc. Le grand enthousiasme, la grande euphorie. Vive l'Occident, vive l'OTAN, on a gagné. Bon, vous les Russes, vous n'êtes qu'une bande de paysans et de connards. Dimanche, on est tellement euphorique, la Rada est tellement euphorique, le Parlement de l'Ukraine, qu'elle va prendre une mesure qu'on peut appliquer, qu'on peut qualifier de scélérate. Elle va annuler le statut du russe comme seconde langue officielle dans les régions orientales de l'Ukraine. Et là, ça ne va pas passer. Voilà qu'on va donner un prétexte en or à Poutine pour intervenir. Parce que les gens de Crimée ou de l'Est de la Russie disent « Moi, je ne parle que le russe. Vous me demandez, j'ai toujours parlé que le russe, vous me demandez si je vais aller au commissariat ou si je vais aller chez le notaire ou si je vais aller ester en justice, de parler une langue que je ne parle pas. No way. No way. » Voilà. Et après, ils se sont aperçus qu'ils ont fait une énorme connerie, mais ils avaient donné. Et après ça, quand Poutine a vu qu'il avait son truc, le lundi matin, il est à Sotchi, convoque 3 vieux potes du KGB et il décide du coup d'État qui va avoir lieu le jeudi d'après en Crimée. Et si nos ministres avaient compris la portée de cet accord, avaient compris les tensions qui pouvaient exister entre les russophones et les gens pro-occidentaux, s'ils avaient compris la frustration poutinienne russe qui s'était exprimée dans plusieurs discours, dont celui que je vous ai cité d'avril 2008, ils ne seraient jamais partis. Ils auraient été voir Poutine, il s'est revenu.
ils étaient garants de l'accord. L'accord a été sifflé le vendredi soir par Maïdan, les gens de Maïdan. Mais bon, voilà, vous ne représentez pas toute l'Ukraine, de même que les étudiants gauchistes de mai 68 à l'Odéon ne représentaient pas toute la France. Vous ne représentez pas toute l'Ukraine, et il y a un accord, il faut s'y tenir. Et si les Français et les Allemands étaient restés dans leur ambassade pour bien vérifier que tout se mette en place, ils auraient dit à la Rada, attendez, on me dit qu'il y a un projet de résolution d'une loi qui interdirait l'usage du russe comme deuxième langue dans les régions orientales, mais vous n'y songez même pas. Vous n'y songez même pas. Et à partir de ce dandisme, de cette désinvolture diplomatique occidentale, nous sommes arrivés à une situation extrêmement dure, où il y a eu des morts, où il y a eu des... C'est très difficile de revenir en arrière. Walesa, il y a 20 ans, 25 ans, le leader polonais me disait quand vous avez un aquarium, c'est très 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 facile avec les poissons de faire une soupe de poisson. Mais avec la soupe de poisson, c'est beaucoup plus difficile de revenir à l'aquarium. Et là, alors, on s'en est aperçu trop tard. Celui qui s'en aperçoit, c'est Hollande, et qui, dès le 6 juin 1944, arrive à organiser la première poignée de main Poroshenko, qui vient d'être élu, Poroshenko-Poutine. Donc, c'est ce qu'on appelle le format Normandie, parce qu'il y a Merkel qui est là. Donc, c'est ce format Normandie de négociation qu'on a eu encore à Berlin, dont je vous ai parlé au début de cette conférence. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc je pense qu'on a loupé une bonne occasion par méconnaissance, par ignorance, par désinvolture, par sous-estimation du rival. Et j'espère que ces événements resteront dans l'histoire, nos erreurs resteront dans l'histoire, et que nous les comprendrons et que nous saurons à l'avenir les corriger. Je vous remercie.